Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis vraiment très ému de vous voir si nombreux. Je ne m'y attendais pas. Mais quand j'ai vu la queue à l'entrée du Collège de France, je me suis dit, peut-être qu'après tout... Ah oui, pardon. Un privilège parmi tant d'autres. Bon, j'espère que vous ne penserez pas que je me désolidarise de vous, mais c'est vrai que pour le son, c'est mieux. Oui, alors je suis vraiment très surpris et ravi de vous voir si nombreux. Bon, je vais commencer par les souhaits d'usage, d'abord pour une bonne année et surtout pour une bonne santé. J'espère que vous et vos proches n'avez pas été touchés par cette épidémie, cette pandémie qui commence à durer. Mais je suis un optimiste. En fait, je ne le suis pas, surtout quand il s'agit d'histoire. Mais pour la pandémie, j'ai comme l'impression qu'on touche à la fin et que c'est probablement un signe que ce coronavirus finit par se morpher en grippe. Du moins, je l'espère. On peut se faire des illusions. Triplement vacciné, donc je ne risque pas d'être apostrophé par le président de la République. J'ai été bien sage, même si mes vaccins sont turcs et je n'ai pas vérifié. Enfin, sont turcs, pardon. C'est le BioNTech, mais en Turquie. Et pour des raisons qui m'échappent, il y avait des inscriptions en chinois dessus. Enfin bon, l'historien que je suis surfe sur ce genre de détails. Pour le moment, tout va bien et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Vous savez probablement que l'année dernière, je n'ai pas pu venir, nous n'avons pas pu nous réunir. J'ai dû faire ça par iPhone interposé, ce qui était très désagréable parce que les cours au Collège de France, bon, d'un côté, il y a le trac, et ça, après 2 ans, je me rends compte qu'il est toujours là. Mais c'est bien parce que franchement, c'est vivifiant. Et puis, il y a le contact humain et le fait d'être attablé chez soi, tout bête, devant un appareil photo ou un téléphone portable, j'aime mieux vous dire, c'est extrêmement déprimant et ça m'a ôté un peu la joie que j'ai de me produire devant vous. Donc je suis ravi d'avoir réussi à passer tous les tests et tous les filtrages qui auraient pu m'empêcher de venir ici et de vous retrouver tous ici aussi nombreux. Je vais commencer par un petit rapport d'activité. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Je vais vous faire un petit topo sur ce que j'ai fait dernièrement. Donc rapport d'activité et une page de pub. Ça ne peut pas faire de mal. J'ai cette année-ci, enfin en 2021, j'ai publié aux Belles Lettres un ouvrage qui m'a énormément amusé dans le bon sens, hein, je veux dire, c'est pas que ce soit vraiment comique, mais je me suis vraiment fait plaisir en préparant cet ouvrage sur l'Alhambra, à la croisée des histoires, ce qui est une manière un peu détournée de parler de ce qui est le fond de cet ouvrage, c'est de se pencher sur l'Alhambra, non pas vue comme elle l'est toujours, du point de vue des publics occidentaux, ce joyau de l'architecture nasride, le modèle même de l'architecture orientaliste qui se développe à partir des années 1840, 1850, Owen Jones, etc. Mais de se pencher sur quelque chose d'extraordinaire, des visiteurs orientaux qui découvrent l'Alhambra.
Je n'en dirai pas plus puisque je vous ai fait un séminaire, j'ai présenté un séminaire là-dessus l'année dernière, encore une fois par iPhone interposé, où je vous ai expliqué un peu de quoi y retourner et comment j'avais décortiqué le livre des visiteurs de l'Alhambra pour en tirer cette histoire d'orientalisme à tiroir, d'orientalisme gigogne, si vous voulez, où les Occidentaux regardent l'Andalousie avec l'Orient dans l'œil, regarde l'Espagne même avec l'Orient dans l'œil, où les Espagnols eux-mêmes essayent d'orientaliser l'Andalousie parce qu'ils ont déjà des visées politiques et coloniales sur l'Afrique. Et puis vous avez environ 200 orientaux, surtout des musulmans, du Maghreb, du Machrek et de ce que j'appelle la Turquie par facilité, c'est-à-dire des régions de l'Empire ottoman qui ne sont pas de langue et de culture arabe, qui découvrent cette icône de l'orientalisme et du tourisme, et qui par conséquent laisse des traces dans ce livre des visiteurs que j'ai décortiqué pour en tirer un ouvrage justement sur cette croisée des histoires. Sinon, j'ai publié 2 articles qui vous concernent directement, enfin ceux d'entre vous qui étaient là il y a 3 ans, lorsque je parlais des Tanzimat de 1839. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais fait une leçon sur le décret des Tanzimat et sur la manière dont on pouvait le relire et surtout essayer de tester l'hypothèse de ce brillant historien Abou Mané, Boutrous Abou Mané, qui disait qu'en fait, ça n'était pas l'influence occidentale, mais plutôt une gestation interne, surtout islamisante, qui était derrière cette initiative. Et je vous avais expliqué que je n'étais pas du même avis, je m'étais penché un peu sur les documents de l'époque, et notamment sur les documents de la diplomatie française, qui sont extrêmement intéressants, parce qu'ils parlent de choses que la documentation officielle ottomane n'évoque jamais, c'est-à-dire les réactions populaires, les discours opposés à Mahmoud II, etc. Et j'en avais tiré une leçon et demie, 2 leçons, je ne m'en souviens pas, mais enfin mes leçons sont déjà assez longues et comme j'ai tendance à déborder sur la suivante, je vous avais fait une analyse assez poussée de ce phénomène et elle vient de paraître dans le volume 52 de Tursika, que je conseille à tout le monde. Tursika, c'est une très bonne revue, un peu spécialisée, mais c'est une des rares revues entièrement consacrée à l'histoire turque, ottomane, turcique, centralo-asiatique, etc., qui est publiée par une équipe de chercheurs qui est implantée à Paris même, le CETOBAC, le Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques, CETOBAC pour les amis, et c'est une excellente revue qui a l'avantage, contrairement à la plupart des revues anglo-saxonnes, américaines surtout, d'accepter des articles qui font plus de 100 pages. Le cas du mien. Donc une vieille tradition, si vous voulez, assez européenne, française, où l'on ne compte pas, on ne lésine pas sur le nombre de pages et on encourage les auteurs à faire de l'érudition. Alors que du côté anglo-saxon, on a tendance, et c'est compréhensible aussi, on a tendance à encourager les gens à être aussi concis que possible et d'avoir des hypothèses bien fondées, etc. Bon, donc si vous avez l'occasion de lire ça, ça vous rappellera un peu les quelques heures que j'avais passé à vous parler de ces Tanzimat. Le même volume comprend un second article de ma plume, encore une chose que les Américains ne feraient jamais, un peu plus court, il ne fait que 50 pages, il fait un peu moins de 50 pages, mais sur, encore une fois, quelque chose que j'avais évoqué et développé ici, un événement très
particulier, qui avait bien sûr un élément de comique qui me plaisait particulièrement, mais qui était aussi très intéressant du point de vue des mentalités à cette époque-là. In vino modernitas, vous vous souviendrez peut-être que c'était cet épisode en 1833 d'une fête donnée par le sultan à Kağıthane, donc dans la banlieue d'Istanbul, aux eaux douces d'Istanbul, comme on les appelait, au corps diplomatique, en l'honneur du corps diplomatique établi à Constantinople. Et ce que cette fête avait de particulier, c'est qu'elle était très arrosée et que les hauts dignitaires ottomans, la plupart, sauf le grand vizir, s'en donnaient à cœur joie et rivalisaient pour justement prouver à quel point ils étaient occidentalisés. Ce qui, à mon avis, est important parce que, encore une fois, ça fait émerger ce problème qui, à mon avis, est encore très présent en Turquie, celui de la forme l'emportant sur le fond. C'est-à-dire que si l'on boit, on est occidentalisé, et ensuite, lorsqu'on creuse un peu la surface, on ne trouve pas grand-chose intellectuellement qui justifie l'adoption de ces standards, de ces normes, de ces formes occidentales. Et ce que je n'avais pas pu faire à l'époque lorsque je vous avais présenté cet événement, j'ai pu cette fois-ci aller voir du côté de la documentation ottomane s'il y avait des traces de cette fameuse fête. Et j'en ai trouvé deux différentes dans la Gazette officielle de l'Empire. La première dans la version turque de cette gazette, ce qu'on appelle le Takvim Evekâi, le calendrier des événements, c'est le nom que l'on donne au JO, qui commence à être publié en 1831, si je ne me trompe, donc c'est vraiment très récent. Et ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle ne dit rien sur la part arrosée de cette fête. Et en revanche, elle insiste sur ce qui précède, c'est-à-dire l'exercice militaire, la démonstration de l'armée et de l'artillerie devant les diplomates occidentaux. Et elle se termine par quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui fait partie d'un phénomène que d'autres chercheurs sont en train d'examiner. Je pense notamment à Özgür Turesay à l'École pratique des hautes études et Murat Çiviloğlu au Trinity College à Dublin, un phénomène qui est celui de l'attribution de pouvoir presque magique au sultan Mahmoud II. Et de quoi s'agit-il ? À la fin de ce récit dans le journal officiel, le sultan, lorsqu'il rentre au palais, croise dans le port un navire où se tient une jeune femme qui appelle à l'aide. Et cette jeune femme, on apprend que c'est une convertie, une jeune grecque de l'île de Kio, qui a été capturée. Vous vous souviendrez que c'est un phénomène extrêmement important des années 1820-1830, ce recyclage des captifs de la guerre d'indépendance grecque, dont par exemple Ethem Pacha, dont je vous ai parlé, qui était le père d'Osman Hamdi Bey et qui, lui, à l'origine, est donc un enfant capturé sur l'île. Cette jeune femme l'est aussi, nous dit-on, mais elle a été convertie et mariée à un bon Turc. Or, son père, qui est resté grec et qui a survécu, est venu la chercher et il la kidnappe pour l'emmener dans les îles. Et bien sûr, immédiatement, le sultan intervient, et puis vous avez toute une histoire qui vous raconte comment le coupable, le père, meurt de manière tout à fait inexplicable, avant même qu'on puisse le retrouver, ce qui prouve à quel point le sultan a la baraka, en quelque sorte, comment il a pu jouer sur le destin de cet individu tout en sauvant cette jeune femme, désormais convertie, désormais une bonne musulmane, la sauver des griffes de son atroce père, de son terrible père qui
voulez la kidnapper. Et troisième version, c'est la version française du journal officiel, puisque ça fait partie de cette modernité où on veut avoir une version française. Vous vous souviendrez que le décret des Tanzimat était lui aussi traduit officiellement, publié et distribué en 1839 aux représentations occidentales, aux représentations étrangères, un texte en français. Le journal officiel, la gazette officielle est donc traduite en français et on y a un récit de ces mêmes événements où, cette fois-ci, on n'a ni la beuverie du rapport du diplomate français, Bois-le-Comte, ni non plus l'intervention divine du sultan. On s'en tient à quelque chose qui est beaucoup plus rationnel, simplement une description de l'exercice militaire, etc. Donc, c'était un peu un moyen de non seulement décrire un événement qui ne nous surprend pas, puisqu'on le sait, François Georgeon l'a déjà dit, et je crois que c'est lui, en fait, qui, il y a quelques années, avait utilisé le terme in vino modernitas pour décrire cet engouement de Mahmoud II et de l'élite dirigeante ottomane pour les formes de l'Occident. Donc on savait déjà qu'ils avaient le verre facile, si vous voulez, mais ce qui est, à mon avis, intéressant, c'est que ça permet de situer ça dans la discussion, dans une problématique de discours, la manière dont un même événement, un peu à l'arrache aux mônes, est raconté différemment par trois sources différentes, distinctes, un diplomate français, la Gazette officielle en version turque et la Gazette officielle en version française. Et enfin, dernière intervention, ce n'est pas vraiment un article, mais une entrevue que je dois à Gaïdz Minassian du Monde, qui m'a interviewé sur la question du déclin de l'Empire ottoman dans un numéro spécial du Monde qui traite de la Turquie, n'est-ce pas ? Où va la Turquie ? Je pense que c'est je ne l'ai reçu que très récemment, mais je crois que c'est un bon numéro qui a été bien ficelé et qui traite de toutes les questions brûlantes qui concernent la Turquie, autant d'actualité que d'histoire, de culture, d'économie. Donc c'est un volume que je vous conseillerais, un petit volume d'une centaine de pages, que je vous conseillerais de lire si vous êtes intéressé par cette vision de la Turquie en ce moment. Où va la Turquie ? Quo vadis Turquia ? Bon. Voilà. La page de pub est terminée. Je passerai donc à ce magnifique fond pour lequel je remercie Guillaume Cassard. Guillaume Cassard qui réalise toutes les affiches, les illustrations du collège. Je lui avais proposé un certain nombre d'illustrations, puisque cette fois-ci nous allons parler de la période hamidienne, donc de 1876 à 1909, en gros. Donc on ne pouvait pas passer à côté d'Abdulhamid. Je lui avais proposé, vous savez que j'aime bien les médailles, c'est mon côté bling-bling. Je lui avais proposé une magnifique médaille, un médaillon en fait, qui avait été frappé pour commémorer la visite de Wilhelm II, Guillaume d'Allemagne, en 1889. Je lui avais proposé aussi une très belle, un montage, non pas photographique, mais graphique, qui illustre la couverture de l'illustration en 1898 et qui montre Abdulhamid et Wilhelm et Guillaume, bras dessus, avec une très belle légende qui dit une paire d'amis. À un moment, en 1898, lorsque Guillaume repasse à Constantinople en route pour la Terre Sainte, où il va faire son pèlerinage et beaucoup de propagande, et qui était un moyen très intéressant d'évoquer ce qui est quand même un des thèmes forts du règne
d'Abdulhamid, cette alliance avec l'Allemagne, et la manière dont ce sultan va essayer de se maintenir en vie et au pouvoir en jouant les grandes puissances les unes contre les autres. Je ne pense pas l'avoir inventé, mais enfin j'en suis quand même très content. Je l'appelle le grand stratège de la faiblesse. C'est un habile politicien dont le mérite est, en gros, s'il en a, est d'avoir su louvoyer dans un monde qui était de plus en plus dangereux. Et en gros, il a réussi son coup pendant 33 ans grâce à cette capacité de se couler dans tous les moules, de satisfaire ou d'essayer de satisfaire tout le monde, par tout le monde j'entends les puissances occidentales, autant que possible de céder sur les demandes qui lui étaient faites, tout en se montrant plus ou moins autonome et indépendant. Donc il a ménagé en quelque sorte la chèvre et le chou, et son alliance avec l'Allemagne à partir de 1889 est un des éléments forts de sa politique étrangère. Donc il y avait cette image, il y avait aussi une image du palais de Yıldız, d'ailleurs vous la verrez dans un instant, le palais de Yıldız, ce palais qu'il occupait pendant pratiquement tout son règne, dont il ne sortait pas, et qui est aujourd'hui associé très intimement avec la personnalité d'Abdulhamid. Le palais de Yıldız, c'est Abdulhamid, c'est le palais de l'autocratie hamidienne. Et puis, il y avait cette caricature. Qui apparaît sur la couverture de L'Assiette au beurre. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue, mais elle est excellente, elle est très innovante. Elle est née en 1901 et c'est une revue satirique, bien sûr, qui a un pouvoir d'évocation qui est très fort parce qu'elle utilise de véritables artistes pour l'illustration. Elle est fortement illustrée en couleur ou en bi- ou trichromie, ce qui rend les images encore plus fortes. Et cette image, elle est signée, vous voyez, V. Hradecký, c'est Václav Hradecký, qui est un illustrateur tchèque. Non, il est né austro-hongrois. En fait, je crois qu'il est né en 67, donc il n'est même pas né austro-hongrois, il est né autrichien. Il a grandi en tant que sujet austro-hongrois et il a fini en 1940 tchèque. Ce qui vous donne déjà une idée de ces bouleversements qui caractérisent le continent européen de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du siècle suivant. On connaît beaucoup d'illustrateurs d'Europe centrale qui sont extrêmement talentueux. L'Art nouveau leur doit beaucoup de choses. Donc, Hradecký fait partie de cette élite, cette crème d'illustrateurs. Et si j'ai préféré cette image, c'est parce que je la trouve particulièrement intéressante, puisque j'aurais pu... Aïe, elle a glissé. J'aurais pu, bon, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, j'aurais pu utiliser la couverture de L'Assiette au beurre un an auparavant, le 16 août 1902, donc grosso modo un an auparavant, où vous avez encore une fois... Abdulhamid. C'est encore une particularité de L'Assiette au beurre d'avoir des numéros spéciaux qui sont consacrés à un thème. Et Abdulhamid, c'est un des thèmes préférés de cette revue parce que cette revue est quand même très engagée. Elle est engagée non seulement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle dénonce les autocraties, et Dieu sait s'il y en a en Europe et dans le reste du monde, mais elle est aussi extrêmement radicale dans son traitement de la politique française. Elle est
anticléricale, elle est anticoloniale. C'est une des premières à vraiment s'insurger contre le colonialisme. Par conséquent, elle a une voix assez puissante et surtout une visibilité grâce à ses images. Mais si je n'ai pas choisi celle-là, c'est que, bon, elle a un côté un peu grand-guignolesque, un peu sanguinolente et un peu prévisible, puisqu'on comprend tout de suite le grand seigneur avec un AI, c'est le boucher d'Arménie, c'est-à-dire que c'est le thème d'Abdulhamid qui martyrise les chrétiens d'Orient et en particulier les Arméniens. Ce qui est tout à fait vrai, mais ce que j'ai aimé, ce qui me déplaît sur cette image, ou ce qui me plaît moins sur cette image, c'est qu'elle est un peu, on dit, grosse comme un camion, c'est l'évidence même. L'autre, je reviens sur celle-ci, est beaucoup plus subtile. Elle est très intéressante. D'abord, c'est un visage, alors le visage d'Abdulhamid, j'en ai peut-être parlé lors de mon séminaire que j'ai consacré à Camera Ottomana, les tribulations de la photographie dans l'Empire ottoman. J'en ai peut-être parlé. Abdulhamid n'est pas photographié. C'est probablement le souverain le moins photographié du monde, et malgré le fait que son règne s'étend sur plus de 3 décennies. On a des photos de lui qui datent de 1867. Et pourquoi 1867 ? Parce qu'il était à Londres, à Paris, etc. Et il a été photographié, comme son frère, son demi-frère Mourad, il a été photographié par un grand photographe de Londres. Et après ça, il y a une photographie des frères Abdullah qui a été utilisée en 1876 lors de son avènement. Mais au-delà de cela, ce n'est qu'en 1908, c'est-à-dire lors de la révolution jeune turque, lorsqu'il sera obligé à faire des bains de foule et à se plier à la volonté constitutionnaliste, libérale, révolutionnaire des jeunes Turcs, ce n'est que là qu'on commence à le voir en photo. Donc, pendant 33 ans, 32 ans, pas de photos. Alors, que font les gens ? Et ça, il y en a des exemples assez amusants. Les revues illustrées, puisque la presse est quand même très illustrée. La presse illustrée, c'est très important. Quand on parle de la Turquie, il faut avoir quand même une image d'Abdulhamid. Qu'est-ce qu'on fait ? On le photoshop, comme on ferait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise ce fameux portrait de 1867, on le vieillit un peu, et on en tire un portrait plus ou moins vraisemblable du sultan que l'on ne voit jamais. C'est le cas de la couverture du Petit Journal, c'est le cas aussi de cette couverture que j'évoquais d'Abdulhamid et Guillaume, bras dessus, où Abdulhamid, l'image d'Abdulhamid est empruntée justement au portrait par Downey de 1867. C'est du photoshopping, c'est du montage. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très courant. C'est un des avantages justement de la gravure sur la photographie. C'est pour ça d'ailleurs que la gravure va survivre jusqu'au début du XXe siècle dans la presse illustrée, malgré la démocratisation de l'image photographique, parce que la gravure, elle vous permet de tricher un peu, de modifier les images, ou alors de mettre côte à côte des images qui sont en fait séparées. Elles vous permettent de créer des images qui sont tout à fait vraisemblables. Alors, donc, le visage, il est emprunté plus ou moins à ce que l'on sait d'Abdulhamid à partir d'une ou deux photos. De toute façon, il suffit de mettre à quelqu'un, de lui mettre un fez sur la tête et de lui dessiner une barbe, et surtout, comme dirait Louis de Funès, de lui dessiner un nez majestueux. C'est en gros une caricature d'Abdulhamid. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'ambiguïté de cette caricature. Elle est ambiguë d'abord parce que
Il n'est pas aussi méchant que le grand seigneur de Michael, que nous avons vu en 1902. Il a un petit sourire narquois, on dirait presque qu'il cligne de l'œil. Il fixe le lecteur, ce qui est toujours très important sur un portrait, puisque ça crée une sorte de connivence, de complicité entre le sujet et le lecteur. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un détail qui est quand même extrêmement important, surtout pour les gens un peu bling-bling comme moi, c'est qu'il a sur la poitrine à gauche, il a ce qu'on appelle un crachat. Qu'est-ce qu'on appelle un crachat? Le crachat, c'est la plaque. Vous savez que les décorations, les ordres, en général, surtout à des niveaux supérieurs, les grands croix, les grands cordons, etc., se conjuguent par une croix, qui est plus petite, et une plaque. Et cette plaque, du moins pour quelqu'un qui est accoutumé à l'iconographie républicaine française, nous sommes en 1903, c'est évident, c'est la Légion d'honneur. Il est décoré de la Légion d'honneur, de la Grande Croix de la Légion d'honneur. On voit la plaque et on voit, comme s'il égrenait un chapelet un peu, on le voit jouer avec la croix qui, elle, est suspendue au bout du cordon, le cordon rouge. Et c'est très bien rendu. C'est bien rendu parce que c'est une revue française et le message est quand même assez dérangeant. Enfin, dérangeant. C'est un message de critique de la politique française à cette époque-là. C'est-à-dire, c'est un rappel que, malgré tout ce que l'on dit, notamment dans l'opinion publique d'Abdulhamid, de ses 30 ans d'assassinat, parce que là, il en parle, les 30 ans d'assassinat, mais il ne le montre pas, le couteau à la main, avec une flaque de sang devant lui. Non, c'est plus discret, 30 ans d'assassinat avec la Légion d'honneur. C'est-à-dire que la France est, encore une fois, ayant travaillé, parce que ce n'est pas que le côté bling-bling, j'ai vraiment travaillé sur les ordres et les décorations, parce que ça vous permet de raconter une histoire parallèle, en quelque sorte, de l'occidentalisation à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et je sais qui a reçu quoi, à quelle date, enfin, parmi les têtes couronnées. Et Abdulhamid, il reçoit la Légion d'honneur, et bien sûr, quand un sultan reçoit la Légion d'honneur, il n'est pas nommé chevalier ou même commandeur, il est immédiatement grand croix de la Légion d'honneur en 77 et en 80. Alors ça, je n'ai pas compris pourquoi il l'était 2 fois, mais bon, c'est donc que... Et lui-même a décoré Émile Loubet, Jules Grévy, de l'Osmani, de l'Imtiaz, c'est-à-dire des ordres ottomans les plus prestigieux, les plus élevés. Par conséquent, le message est clair. Le message est que, oui, Abdulhamid est une affreuse créature, mais franchement, il sait se débrouiller, et surtout, vous, la France, le gouvernement français, ne faites rien pour l'en empêcher. Au contraire, vous le décorez de l'ordre le plus prestigieux de la République. Et ça, c'est un message qui m'intéresse, non que je tienne particulièrement à accuser la France d'avoir... mais c'est l'ambiguïté, c'est le fait que c'est une caricature à tiroir. Et ça, là, c'est quand même assez évident si l'on connaît un peu. Mais c'est le problème de la caricature. La caricature est tellement contextuelle. La caricature est tellement difficile à identifier, à comprendre lorsqu'on n'a pas le contexte politique. Une fois qu'on l'a sorti de son contexte politique, parce que la caricature, elle n'est jamais très évidente. Elle n'est jamais... Ou alors, c'est de la mauvaise caricature. La bonne caricature, c'est quand il suffit d'un seul trait, d'une seule parole, pour évoquer quelque chose que les gens, au moment même où elle est dessinée, savent parfaitement identifier.
C'est un problème énorme pour les historiens, et notamment pour les historiens de l'Empire ottoman, puisque la caricature se développe assez tard, et elle se développe assez timidement, mais surtout de manière extrêmement oblique. D'abord parce qu'il y a une censure, et que par conséquent, on essaye d'éviter à tout prix de se faire épingler, de se faire pincer par la censure, par l'État, etc. Et par conséquent, on utilise des moyens extrêmement détournés pour parler de quelque chose, mais les gens comprennent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en plein dedans. L'historien ne l'est pas. Et d'autant plus que la presse étant quand même très lacunaire et grevée par les mêmes problèmes, puisqu'elle aussi est censurée, il est très difficile d'essayer de reconstituer l'actualité politique, sociale, à une époque donnée, de manière à comprendre la caricature. Petite digression pour vous dire que dans ce cas-là, c'est quand même assez évident, mais pas forcément. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'un historien, un étudiant turc qui n'est pas familiarisé, par exemple, avec la forme de la plaque de la Légion d'honneur, n'y verra que du feu et par conséquent ne verra qu'une couche de cette caricature, celle qui critique Abdulhamid sans vraiment comprendre qu'il y a là une double critique qui remonte déjà aux années 90. N'oublions pas, et nous aurons l'occasion d'en reparler, en 1895-96, lors des grands massacres d'Arméniens à Constantinople même, donc au pied de la colline de Yıldız, à 2 pas du palais impérial, pendant cette crise, la France, qui à l'époque est représentée aux affaires étrangères par Gabriel Hanotaux, sera très fortement critiquée par son opinion publique ou par des gens comme Victor Bérard pour avoir joué le jeu de ce tyran, le jeu des massacreurs, ne pas être intervenu en faveur des victimes de ces massacres. Lorsque vous pensez à la situation actuelle, et je ne parle pas que de la Turquie, je parle du monde, c'est quelque chose qui vous rappelle un peu la Yougoslavie dans les années 90. Enfin, c'est un phénomène qui se répète, ce problème de l'intervention ou non des grandes puissances, qui ne le sont plus tellement aujourd'hui, mais quand même leur intervention sur la scène politique internationale pour défendre les droits humains, etc. Bon, donc c'est une critique que l'on connaît encore aujourd'hui, et c'est ça qui m'a donné envie d'utiliser cette image de préférence et la commenter, puisque, encore une fois, vous savez, j'aime commenter ces images. Donc, premier cours, rappels et reprises. Reprises et rappels, rappels et reprises, j'alterne chaque année. Cette fois-ci, ma femme me disait « Mon Dieu, tu ne vas pas leur faire ça encore ». Mais je pense que c'est un exercice utile. Je ne vais pas trop l'allonger, mais simplement pour vous rappeler quelques points que nous avons évoqués, notamment les cours de l'année dernière, étant donné la distance et le manque de contact et de réaction, de réactivité. Donc, je pense que c'est nécessaire pour nous rafraîchir la mémoire, la mienne aussi, pour essayer de voir ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, et surtout pour établir une forme de continuité avec ce que nous allons étudier cette année, puisqu'il y a continuité, c'est-à-dire que 39, 56, 76, je parle de ces dates du constitutionnalisme ottoman, font partie d'une séquence qui n'est pas forcément unilinéaire, mais qu'il faut toujours se rappeler pour essayer de comprendre quelles sont les dynamiques de la politique à une époque donnée. Et là, j'ai utilisé une image
que j'ai évoquée un peu plus tôt, une image du palais du Yıldız, que j'ai laissée de côté parce qu'elle n'est pas aussi parlante que la caricature de Hradinsky, mais elle est intéressante. Pourquoi alors, je ne sais pas si vous connaissez Istanbul, etc. Le palais du Yıldız, c'est ce palais qui, en fait, remonte à bien avant Abdülhamid. On y trouvait déjà un kiosque qui avait été bâti à l'époque de Selim III et qui avait été réaménagé. Et je crois que le nom de Yıldız, qui se traduit par l'étoile, ou alors le nord, puisque c'est le vent du nord, l'étoile ou le nord, a été, je crois, créé par le sultan Abdülmecid, dit-on en souvenir d'une de ses favorites qui aurait porté ce nom. Donc l'emplacement existe, mais ce qui le rend particulièrement intéressant pour nous, c'est que Abdülhamid se l'approprie, rejetant en quelque sorte le palais qui avait été bâti dans les années 1850, le palais de Dolmabahçe, sur le Bosphore, cette tarte à la crème, ce gâteau de mariage très rococo, néoclassique rococo, bâti par les architectes Balian dans les années 1850, qui est énorme et qui conserve quand même un agencement de l'intérieur qui reste oriental, avec la séparation du harem et des parties publiques. Il l'abandonne et il va s'installer sur les hauteurs. Alors c'est bien sûr quelque chose que l'on associe à sa paranoïa, que l'on associe à sa manie de la persécution, sa crainte des attentats et le fait qu'il veut à tout prix s'isoler. Donc ce parc, c'est un parc immense qui n'a pas de contact direct avec la mer, et la mer n'est pas un moyen de s'isoler. Il faut savoir que le Bosphore, c'est au XIXe siècle la plus grande avenue d'Istanbul. C'est par là que le gros du commerce, le gros des transports se font. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'avoir un palais ou un hôtel particulier qui donne sur le Bosphore vous isole. Au contraire, c'est par là que vous fonctionnerez beaucoup mieux que par l'arrière-pays qui est beaucoup moins carrossable, etc. Donc, se retirer sur une sorte de citadelle qu'il va immédiatement entourer d'un mur et qu'il va commencer à bâtir petit à petit, non pas comme un palais d'un seul bloc, comme c'est le cas de Dolmabahçe, mais d'un assemblage de pavillons. Alors là, toutes les théories ont été avancées. Il y aurait eu des tunnels souterrains, tunnels sous pléonasme, des souterrains reliant chacun de ces pavillons. Personne ne savait où ils passaient la nuit, etc. Bon, ça c'est le folklore, si vous voulez, mais en gros, c'est un assemblage assez kitsch qui, d'un point de vue culturel et artistique, reflète bien le côté bourgeois d'Abdülhamid. Abdülhamid est un sultan bourgeois, c'est un sultan qui boursicote, c'est un sultan qui tient à se faire un petit pactole, il est propriétaire, chose que les sultans précédents n'avaient jamais fait, puisque, de fait, pendant leur règne, ils sont en possession de l'État, mais de là à s'acheter des fermes, à essayer d'investir, ils ne le font pas. Abdülhamid est probablement le premier à le faire, et il le fait de manière systématique et rationnelle. C'est un boursicoteur, c'est un bourgeois. Et il a aussi les goûts des goûts bourgeois. Il aime beaucoup les japonaiseries, les chinoiseries, le côté arabesque de l'orientalisme, et par conséquent, lorsque vous regardez le mobilier et le style, la décoration du palais de Yıldız, c'est assez épouvantable. C'est assez épouvantable, c'est d'un très mauvais goût. Ce n'est même pas de l'alambresque, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement laid à voir.
Un exemple, la mosquée de Yıldız, qu'il fait bâtir en 1885-86, donc vers la 10e année de son règne. C'est une mosquée qui reprend en gros le style qui a été imposé dans les années 1870 aux Ottomans par des architectes occidentaux ou ottomans qui leur ont en quelque sorte vendu l'orientalisme en leur disant que ça faisait oriental. Vous voyez un peu l'ironie. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui remonte aux années 60. L'alhambresque est à la mode dans les années 1860. Et tout le monde est persuadé que, en fait, c'était un choix politique d'un sultan qui voulait se créer des racines architecturales qui rappelaient les origines de l'Empire. En fait, c'est malheureusement beaucoup plus simple. C'est tout simplement la transposition d'un style extrêmement criard qui a été créé en grande partie à partir de l'Alhambra, qui a été créé en Europe par des gens comme Owen Jones, par exemple, et qui a été utilisé surtout dans un secteur très particulier, celui de l'amusement, celui des expositions, l'exotisme un peu de pacotille, qui appartient justement à ces bâtiments éphémères qui sont construits lors des expositions universelles, ou alors c'est pas encore des cinémas, mais des théâtres, des music-halls qui, dès les années 1850-60, apparaissent un peu partout, à commencer par l'Angleterre, et qui ont toujours des noms un peu exotiques, l'Alhambra, l'Alcazar, etc., qui reprennent en quelque sorte cet orientalisme de Owen Jones pour en faire quelque chose de divertissant et d'évocateur pour le grand public. Or, c'est ce style-là qui est transposé dans les années 1860 par des architectes français tels Bourgeois ou alors par des architectes ottomans tels les Balian pour faire oriental. Ce qui est la même chose, me direz-vous, mais lorsque vous prenez ça du point de vue de la culture ottomane, quand on sait quand même qu'il y a des restes architecturaux assez importants qui remontent jusqu'au Moyen-Âge, il est intéressant de voir que les Ottomans, plutôt que de se pencher sur leur propre architecture, ils ne le feront que plus tard, vont tout simplement emprunter, copier, calquer un modèle qui a été développé en Europe dans un but éminemment orientaliste. Donc c'est dans les années 60 que l'on voit apparaître plein d'arcs cintrés, d'alhambresques, etc. À partir des années 1870, pour des raisons qui ne sont pas encore très claires, mais les architectes que j'ai cités en sont probablement responsables. Montani, par exemple, Pietro Montani, un architecte très en vogue à cette époque-là. L'alhambresque est abandonné au profit du néogothique. Le néogothique, alors bien sûr, il y a un rapport avec le fait que c'est probablement à cette époque-là, c'est plus ou moins à cette époque-là, que l'Europe aussi se rend compte qu'il y a un rapport entre l'architecture arabe, normande, de Sicile, etc., et le gothique. Donc, il y a une logique derrière tout ça, mais encore une fois, c'est du copier-coller qui a lieu. Et vous en voyez un exemple ici, ces usages des stalactites, etc., qui rendent l'architecture religieuse ottomane extrêmement étrange. On n'a plus l'impression d'être confronté à une mosquée, mais plutôt à une sorte de basilique orientale, presque une synagogue, puisque les synagogues, à partir des années 50-60, vont emprunter à l'orientalisme le style de leur architecture. Donc, c'est pour qui est habitué
disons, aux formes d'une architecture religieuse ottomane qui remonte au XIVe, XVe siècle, mais surtout à la conquête de Constantinople et à l'imitation, l'émulation du modèle de Sainte-Sophie, là vous avez quelque chose qui est différent, une sorte d'hybridité, d'amalgame, qui combine des structures un peu plus mastoc avec des coupoles qui rappellent plutôt des églises orthodoxes modernes qu'autre chose. Et ce qui est important dans ce cas particulier, c'est que c'est une innovation d'Abdulhamid que d'implanter une mosquée à 2 pas du palais. Pourquoi ? Tout simplement pour répondre à un besoin symbolique, rituel, politique, celui de la visite hebdomadaire le vendredi, la prière du vendredi par le sultan. Alors ça, c'est une tradition qui remonte aux origines, enfin, en tout cas à la conquête de Constantinople. Le sultan, d'autant plus qu'à partir de la fin du XVIe siècle, il disparaît de plus en plus de l'espace public. Il est de plus en plus retranché derrière la 3e cour du palais de Topkapı, par exemple. Donc le sultan devient invisible, au même moment où il devient de plus en plus absent de l'action politique et militaire. Il ne va plus à la guerre, il ne se rend plus en ville, sauf pour justement cette prière hebdomadaire, la prière du vendredi, qui devient une sorte de représentation symbolique de la présence du sultan dans la ville. Or, ce sultan, il se déplace pour aller à la mosquée. C'est-à-dire que lorsqu'il est au palais de Topkapı, ce qu'on appelle le palais nouveau, le nouveau palais, il va à Sainte-Sophie, il va à la mosquée de Bajazet, il emprunte des chemins, il participe en quelque sorte d'une ritualisation de l'espace urbain par l'empreinte qu'il laisse lors de ses pérégrinations. C'est vrai en plus au début d'un règne, puisqu'il y a le parcours rituel, il sort du palais, il va jusqu'à Eyüp, ce lieu saint aux limites de la ville, où il se fait ceindre le sabre d'Osman, et il revient au palais en s'arrêtant à chacun des mausolées de ses ancêtres. C'est un parcours ritualisé dont Gülru Necipoğlu a beaucoup parlé, Nicolas Vatin a beaucoup parlé. C'est un rite qui permet au sultan de s'intégrer dans l'espace urbain et de se montrer à des moments extrêmement importants, donc son avènement, mais aussi une fois par semaine, ce qui permet aux gens de placer des pétitions, des requêtes, etc. Donc ça fait partie de cette symbolique du pouvoir à un moment où le sultan est très en retrait de la vie active, de la vie urbaine. D'ailleurs, le prédécesseur d'Abdulhamid, le sultan Mourad V, lui aussi, je pense vous en avoir parlé, notamment lorsque j'ai évoqué les mémoires de son fils, que je suis en train d'éditer de manière très, très détaillée, qui n'est resté sur le trône que 3 mois et qui a eu en quelque sorte une dépression majeure à peine le 3e jour de son avènement, et qui n'a pas pu se plier à ce rituel, et par conséquent, qui n'a jamais reçu, en quelque sorte, la légitimité du peuple. Il est resté enfermé, malade, caché dans son palais, jusqu'à ce qu'il soit destitué, détrôné, pour céder la place à Abdulhamid. Donc Abdulhamid savait très bien, et il l'a fait dès le départ, qu'il fallait se montrer en public.
D'ailleurs, ce n'est pas que ça qu'il a fait. Il s'est montré sous un jour extrêmement favorable. Il a accepté les conditions de Mithat Pacha pour ce qui est de l'établissement, la promulgation d'une constitution, etc. C'était le jeune prince libéral, du moins qui cachait son jeu pour le moment, avant d'avoir les moyens d'instaurer l'autocratie qui le tiendrait au pouvoir jusqu'en 1908. Donc, il se rend à la mosquée, mais à un moment, c'est la mosquée qui vient à lui. C'est-à-dire qu'il, à cause de ses frayeurs, paranoïaques ou pas, je ne vais pas faire une psychanalyse d'une personne que je ne peux même pas interroger, si j'en avais les moyens, mais il est clair qu'il a des frayeurs. Il a des frayeurs, comme tous les princes ottomans, et pour cause. Mais dans son cas, surtout avec les événements de 1878, lorsqu'il y a une sorte de tentative de rétablir son frère déchu sur le trône, il commence vraiment à fantasmer autour des dangers qui le menace. Et par conséquent, il décide de se terrer dans ce palais bien abrité sur les hauteurs. Et c'est là qu'il décide de faire bâtir une mosquée. Et par conséquent, il va poursuivre, il va maintenir cette tradition de la prière du vendredi, mais il va la contenir pratiquement dans un périmètre de 50 mètres, puisque le bâtiment que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle le Buk Ma'abein. Ma'abein, littéralement, c'est l'entre-deux. Et c'est le nom donné généralement dans une demeure musulmane à cet entre-deux, entre le harem et l'espace public réservé aux hommes. Dans un palais, surtout pour le palais de Yıldız, c'est la salle d'audience, c'est l'administration, c'est le cœur politique du palais. Donc c'est là, lorsqu'on le voit, c'est là que l'on peut voir le sultan lorsqu'il vous donne audience. Et vous voyez la distance, c'est clair, il y a à peine 50 mètres entre le palais et la mosquée. Donc tous les vendredis, il se rend en landau à la mosquée de son palais. Donc, en quelque sorte, il comprime, il compacte une tradition qui se voulait urbaine, il en fait quelque chose qui est contenu dans le cadre très restreint du palais. Et par conséquent, il minimise les risques. D'autant plus, et vous le voyez sur cette image, d'autant plus qu'il est bien gardé. Puisque, bien sûr, c'est un peu une forteresse, mais c'est aussi un spectacle. C'est-à-dire que le Selamlık, comme on appelle ça, le Selamlık, c'est-à-dire la prière du vendredi, la prière du sultan le vendredi, est une procession, une parade qui est extrêmement travaillée et qui incorpore tout le bataillon qui est chargé d'assurer la garde du sultan à Yıldız. Et bien sûr, c'est un bataillon de tout ce qu'il y a de plus moderne. Il faut savoir que la modernité sous Abdul Hamid, elle avance à grands pas. J'utiliserai probablement encore un terme que j'aime beaucoup pour décrire le système hamidien. C'est un peu la Troisième République de l'autocratie, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans la manière dont l'État se modernise et acquiert des éléments, des instruments de modernité qui rappellent énormément cette transformation radicale de la France après 1870, la France de la Troisième République, même pour ce qui est de l'éducation, les écoles qui forment, et selon l'expression de Eugene Weber, qui transforment des paysans en Français. Cette école, elle voit le jour dans l'Empire ottoman aussi pour transformer des petits Arabes, des petits Arméniens en des Turcs, c'est pas tout à fait ça, mais en des Ottomans, par
par la force un peu de la même manière que la France est en train de civiliser ses provinces. Et par conséquent, l'armée ottomane, à cette époque-là, elle est bien sûr équipée à l'occidental. En fait, elle va même plus loin, puisque c'est sous Abdulhamid qu'est créée la première compagnie de zouaves. Alors c'est amusant, vous voyez un peu, encore une fois, cet orientalisme à tiroir. On voit les puissances coloniales, les grandes puissances, et notamment la France, incorporer des bataillons de colonisés dans leurs armées, les tirailleurs sénégalais, les zouaves, et Abdulhamid, il va lui aussi se créer des troupes exotiques. Pourquoi ? Parce que ça fait partie, encore une fois, de sa modernité. Il veut jouer le jeu, faire croire à la puissance et à la modernité de son empire, et par conséquent, il veut être traité comme les autres puissances. Or, les autres puissances, qu'est-ce qu'elles sont ? Elles sont, bien sûr, elles sont puissantes par définition, mais ce qui les rend extrêmement puissantes, c'est le colonialisme, ce sont les colonies, c'est le fait de contrôler, dominer, exploiter la moitié du monde. Et par conséquent, Abdulhamid va jouer exactement cette carte en profitant des quelques territoires qu'il a dans des continents qui sont lorgnés par les puissances occidentales. 1884-85, c'est la fameuse conférence de Berlin pour le partage de l'Afrique, où les grandes puissances s'assoient autour d'une table pour décider qui aura quoi dans le continent africain. C'est un épisode noir, si vous voulez, de l'histoire occidentale. C'est un peu le début, c'est un de ces tournants où le colonialisme devient de plus en plus impérialisme. Et à cette conférence, l'Empire ottoman sera représenté. Pourquoi ? Parce que l'Empire ottoman, malgré le fait qu'il a déjà perdu l'Algérie à la France, la Tunisie à la France et l'Égypte de fait à la Grande-Bretagne, possède encore la Libye, la Tripolitaine. Et par conséquent, c'est la carte que jouera Abdulhamid pour se faire reconnaître, pour s'imposer à la table de Berlin comme un membre à part entière du club des puissances coloniales. Donc c'est un peu dans la même logique qu'il va se créer des bataillons des bataillons africains et surtout ces zouaves que l'on appelle des zouhaf. Le terme est arabe puisque zouave est une adaptation de ce terme en français, mais ça fait partie de ce désir d'imiter, d'émuler le modèle occidental. Mais ce qu'il y a de plus intéressant sur cette carte postale, ça n'est pas l'image, c'est le texte. C'est le texte qui, lorsqu'on le regarde, c'est un infâme gribouillis, mais on reconnaît quand même quelques mots. Attendez, on reconnaît quand même Selam Lik, Sultans, et de nouveau, pardon. Aïe, voilà. Et là, de nouveau, c'est l'Amlik. Déjà, quand on voit Sultans, on se doute que c'est de l'allemand. Hein. Et on comprend tout de suite, enfin, on fait semblant de comprendre, que c'est de la sténographie allemande, ce que les Allemands appellent le Kurzschrift. Et ce qu'il y a de très intéressant, ça n'est pas vraiment ça, mais le fait que c'est daté du 15 août. Et qu'il y a une mention du 18 août. Le 18 août, j'ai vérifié, je suis historien, il y a des logiciels pour ça, c'est un vendredi. Donc, il parle probablement du Selamlik à venir, du Selamlik à venir, mais ce qui est intéressant, c'est que la date du 15 août, c'est à peine 3 semaines après l'attentat à la bombe qui a eu lieu à cet endroit-là et auquel Abdulhamid a échappé par une chance inouïe
parce qu'il a tout simplement été retenu 2 minutes par le cheikh l'Islam qui voulait lui poser une question. Il y a d'ailleurs un poème de Tawfik Fikret, qui était très anti-hamidien, comme la plupart des gens, qui est intitulé que je ne dise pas de bêtises, un moment d'attente, un terrible moment d'attente. Enfin, en gros, un poème dédié à ces 2 minutes qui ont permis à Abdulhamid d'échapper à la mort, puisque c'est un comité arménien associé à un anarchiste belge, Edvard Joris, qui ont planifié ça. Et c'est un carnage, une trentaine de morts, mais le sultan, lui, en réchappe. Alors, bien sûr, le mystère, c'est de savoir ce que dit cette carte postale, écrite en sténo, 3 semaines après l'événement, et je ne vous cacherai pas que je ne connais pas, je ne maîtrise pas la sténo, et apparemment il n'y a pas beaucoup de monde qui maîtrise la sténo allemande, donc si vous connaissez des Allemands d'un certain âge qui auraient, dans leur jeunesse, été formés à la Kurzschrift. Je suis preneur parce que je suis encore curieux de savoir ce qui est dit dans ce... Mais ne fantasmons pas, je ne pense pas que ce soit une sorte de message secret à l'intention d'autres collaborateurs de ces révolutionnaires. Mais enfin, c'est un petit point de détail qui m'a fasciné lorsque j'ai acheté cette carte postale, bien sûr, sur les sites marchands que je fréquente si souvent pour ce genre de documentation. Ce qui me permet de faire encore un petit coup de pub, puisque avec 2 collègues d'Anvers, Houssine Aloul et Henk Desmale, nous avons publié, il y a de cela 2 ans, un ouvrage collectif sur justement cet événement, sur l'attentat du 21 juillet 1905, une histoire transnationale de l'événement pour essayer de voir si l'on pouvait tirer de cet événement une sorte d'histoire globale en s'intéressant non seulement aux réseaux anarchistes et révolutionnaires de l'époque, mais en regardant les systèmes juridiques, puisqu'il y a toute une discussion qui se développe autour de l'arrestation de Joris, qui sera libéré à la fin de l'année. Bref, c'est quelque chose un moment fort de la diplomatie et de la juridiction internationale que nous avons étudié avec bon nombre d'auteurs dans ce volume. Et je continue sur cette lancée pour vous rappeler quelques titres qui me paraissent absolument essentiels et qui vous seront probablement utiles pendant ce cours. Abdulhamid II, le sultan calife, par François Georgeon, qui a été publié chez Fayard, et je crois qu'il est tout à fait disponible encore. Il a été publié en 2003. C'est une excellente biographie. C'est une des rares biographies que nous ayons d'Abdulhamid. C'est quand même intéressant de voir qu'un sultan qui est à tel point connu et au centre des préoccupations politiques de la fin de l'Empire, il n'y a pas vraiment de bonne biographie, à part celle de François Georgeon, sur ce souverain. Par conséquent, je vous la conseille vivement. Il y a une 2e version qui a été publiée au CNRS, avec le sous-titre de Crépuscule de l'Empire ottoman, par François Georgeon aussi. Et pour ceux que cela intéresserait, je vous conseille vivement aussi de lire, malheureusement il n'existe pas en version française, The Well-Protected Domains, les domaines, les territoires bien protégés, ce qui est une traduction de Memalik Mahrousa, la formule officielle utilisée pour décrire l'Empire ottoman. Ce sont les territoires bien gardés, bien défendus, bien gardés, et c'est donc sur l'idéologie et la légitimation du pouvoir dans l'Empire ottoman de 1976 à 1909, ce qui est une manière, sans le nommer, de parler d'Abdulhamid.
d'Abdulhamid. Selim Delingil est un vieil ami, un ancien collègue à l'université de Boğaziçi. Je vous conseille vivement de lire cet ouvrage qui est paru en 1998, qui a été republié depuis, mais qui est un des premiers à avoir adopté une vision critique pour essayer d'analyser justement la modernité sous Abdulhamid et sortir par conséquent du carcan de cette historiographie un peu noire et blanche d'Abdulhamid sultan rouge ou Abdulhamid adulé par les nationalistes turcs, et essayer de voir comment la machine étatique se transforme sous l'emprise d'Abdulhamid pendant son règne. Donc voici, si vous avez besoin des références exactes, voici les 4 ouvrages que j'ai évoqués. Alors, maintenant, très rapidement, ce que ma femme m'a déconseillé de faire, un petit résumé de ce que nous avons vu l'année dernière. Nous sommes partis en 1956. J'avais appelé la ruée vers l'Occident ce phénomène d'engouement qui est typique des années 1850 et notamment de l'après-1856, c'est-à-dire l'après-guerre de Crimée. Là, vous avez un célèbre tableau représentant la conférence de Paris qui met fin au conflit, la paix donc de Paris, où l'Empire ottoman est représenté au centre des puissances occidentales. Évidemment, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais il y a quand même un désir de reconnaître, d'accepter l'Empire ottoman comme faisant partie intégrante de l'Europe, mais à condition d'avoir un droit de regard sur ce qui s'y passe, et notamment ce qui s'y passe en matière d'émancipation et de droits concernant les populations non musulmanes. Depuis le départ, depuis le début, il y a la question des rayas, la question des non-musulmans. Depuis 1839, vous vous souviendrez que l'édit de 1839, pour la première fois, évoquait le fait que les conditions imposées par cet édit seraient imposées à tous les sujets de l'Empire, indifféremment de leur religion. C'était la première reconnaissance un peu timide d'une forme d'égalité dans une société qui était en fait traditionnellement très hiérarchisée, qui n'était pas gérée par le concept de l'égalité, mais par celui de l'équité. Encore une fois, c'est quelque chose que je répète sans cesse, mais je crois que c'est important pour comprendre la Turquie aujourd'hui. L'équité vous permet de gérer, de donner un semblant de justice dans une situation d'inégalité, tandis que l'égalité est quelque chose qui vous oblige à vraiment reconnaître le statut de tous les citoyens comme étant égal. Et c'est là que la Turquie diffère en quelque sorte de la tradition occidentale. Cela étant dit, j'ai toujours insisté sur le fait que la tradition occidentale de l'égalité s'est bâtie sur l'élimination de ceux qui ne collaient pas dans l'équation nationale ou religieuse. Donc l'expulsion des Juifs, les dragonnades de 1785, etc. Nous sommes dans un contexte extrêmement différent. L'Europe s'homogénéise, tandis que l'Empire ottoman est hétérogène. Et à partir de 1856, avec le Hatti Humayun, l'édit de 1856, on impose à l'Empire ottoman la reconnaissance de l'égalité pour une société qui est en fait inégale et qui est habituée à l'inégalité gérée par l'équité. Et par conséquent, il y a des conflits, il y a beaucoup de tensions, et c'est quelque chose qui va justifier la faillite, en quelque sorte, du parlementarisme en 1876. J'avais ensuite parlé d'enthousiasme et d'occasions ratées.
pour parler des années 60, j'avais utilisé les travaux de Carter Findlay, cet historien américain qui a travaillé sur la bureaucratie ottomane au XIXe siècle, enfin la bureaucratie ottomane du XIXe siècle dans les années 80, donc c'est lui dans les années 80 qui a travaillé sur le XIXe siècle, voilà, dont les chiffres montrent bien, grosso modo, que le nombre, la proportion des non-musulmans dans la fonction publique, surtout au ministère des Affaires étrangères, augmente très sensiblement à partir de 1856. C'est-à-dire que les Ottomans, l'État ottoman et l'élite ottomane, elle veut jouer le jeu de l'égalité, mais c'est vraiment au niveau de la population que cela pose problème. Vous vous souviendrez probablement de cette anecdote que j'ai probablement répétée souvent, du petit imam qui raconte à ses ouailles, qui explique à ses ouailles ce que veut dire l'édit des réformes de 56. Il dit, en gros, dorénavant, nous ne pouvons plus appeler chiens d'infidèles les chiens d'infidèles. Voilà, c'est un peu ça. Diavoula, diavoul d'admi, Jack. Le fait que, en leur fort intérieur, ils considèrent encore que les musulmans sont supérieurs et que les autres sont des infidèles et qu'ils peuvent être tolérés, mais pas comme des égaux, et c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, définit la manière dont le Turc moyen voit son statut dans une république qui se dit démocratique et qui se dit laïque, mais qui, en fait, n'est ni l'un ni l'autre en raison de la survivance de cette tradition de l'équité. Ça n'empêche le développement de ce que j'appelle un cosmopolitisme levantin, c'est-à-dire une très grande portion de la population, une portion aisée de la population urbaine des grandes villes de l'Empire, des grands ports de l'Empire, qui, elle, se transforme sous l'influence de l'Europe. C'est-à-dire qu'on commence à se franciser. On parle le français, on envoie ses enfants dans des écoles de langue française. L'Alliance israélite universelle se met en tête de civiliser ses cousins ou ses frères d'Orient en leur apprenant le français. Les Shlomo deviennent des Albert et des Maurice. Les Stéphanos deviennent des Étienne. Il y a une sorte de transformation de la classe moyenne bourgeoise, celle qui est en contact direct avec la modernité telle qu'elle se représente à cette époque-là dans le pourtour méditerranéen, qui est très forte. Ce qui n'exclut bien sûr pas les animosités nationales. C'est-à-dire que l'erreur est de penser que lorsque un jeune gratte-papier grec ou un officier musulman deviennent de plus en plus cosmopolites, c'est-à-dire acquièrent des réflexes culturels qui sont plus ou moins hérités, plus ou moins imités de l'Europe, ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent leur identité nationale et notamment les velléités nationalistes. C'est-à-dire que dans les années 1910 ou même avant, il suffira de s'entretuer en français pour joindre les deux bouts, c'est-à-dire le nationalisme et ce cosmopolitisme. Donc c'est une transformation majeure de cette société qui est bien sûr limité aux grands centres urbains. Ce n'est pas dans les provinces, ce n'est pas dans l'Empire ottoman profond que l'on voit émerger ces identités. Mais il y a des régions, je pense notamment au Liban, je pense à Alexandrie, je pense à Mersin, à Izmir, à Thessalonique. Ce sont des villes où une culture presque coloniale commence à se développer sous l'influence de la modernité et d'une culture empruntée à l'Occident. Et je dis coloniale parce que lorsque vous regardez ce genre de
journal, de quotidien. En gros, vous avez à peu près le même discours et les mêmes publicités que dans la presse algérienne de la même époque. Donc Alger, Constantinople, Izmir, Alexandrie, Beyrouth commencent à se ressembler de plus en plus dans un amalgame de méditerranéité et de cosmopolitisme très influencé par la culture française ou internationale française. Les dernières illusions, c'est-à-dire la crise qui va se dessiner avec la montée en flèche des velléités autoritaristes d'Abdulaziz. Là, un élément, enfin, une anecdote qui me paraissait particulièrement juteuse, lorsque son fils, à l'âge de 4 ans, est intégré, incorporé dans la garde impériale. C'est un peu ce que Napoléon III est en train de faire avec son propre fils. Donc on voit qu'il y a une émulation d'un modèle occidental, mais ça se fait bien sûr avec beaucoup moins d'institutionnalisation. Ça reste donc extrêmement superficiel. Je vous avais parlé de, encore une fois, le côté bling-bling, le passage d'Abdul-Mejid qui utilise un modèle qui est très occidental, hein, à part le fait que bon, vous avez le croissant et l'étoile et que vous évitez bien sûr d'utiliser une croix, cette décoration est très occidentale. Elle fait, surtout avec avec la devise en 4 mots, etc., c'est pratiquement le modèle français. Tandis que ce que vous avez à droite, c'est un exemple typique de l'orientalisation de l'Empire ottoman, c'est-à-dire de l'utilisation du vert et du rouge, l'islam et la turcité, et des étoiles à 8 pointes, etc., tous ces modèles orientalistes pour marquer le nouveau règne, celui d'Abdulaziz, Abdul-Mejid à gauche, Abdulaziz 1861 à droite, un passage à une référence islamisante, pas encore turquisante, mais en tout cas ottomanisante, avec un désir de marquer l'identité de l'Empire d'éléments orientaux. Enfin, 70-75, la crise, une crise prolongée avec une crise économique qui est extrêmement, le krach boursier de 1870, c'est là que vous avez les derniers exemples de l'intégration de l'Empire ottoman avec la visite d'Abdulaziz à Paris en 1867 avec justement le prince. Comment s'appelait-il, Louis-Napoléon, enfin le fils de Napoléon III, présentant une récompense à son père en présence de l'Assemblée ébahie, avec Abdulaziz participant à ce rituel de la fin du Second Empire. Donc c'est vraiment le dernier exemple de l'Empire allant dans le sens, allant vers l'Occident, alors qu'il est en train de se refermer, et ce refermement, cette sclérose, elle se sent notamment au niveau de l'économie et des finances. Là, en 2 mots, vous voyez que ce qui est frappant ici, c'est que d'abord, les montants des emprunts ottomans ont énormément augmenté du début jusqu'aux années 1870, mais surtout, c'est la proportion de la valeur nominale à la valeur réelle, qui était pratiquement égale au départ, qui est en train de chuter de plus en plus, et les emprunts des années 70 sont des emprunts où l'Empire encaisse moins de 50% de la valeur nominale de ces emprunts. Donc c'est en quelque sorte la représentation la plus claire et nette de la faillite de l'Empire. D'ailleurs, en 1875, il déclarera une
une faillite unilatérale, ce qui, bien sûr, causera l'enclenchement de cette crise de l'année des trois sultans. Je m'inspire de l'année des trois empereurs, 1888 pour les empereurs d'Allemagne, ou l'annus horribilis de l'Empire ottoman, une année extrêmement néfaste où trois sultans se succéderont sur le trône. Abdulaziz, que l'on voit là détrôné, humilié et emprisonné. Mourad V, qui le remplacera, mais qui ne tiendra que 3 mois à cause de sa santé mentale. Et Abdulhamid, c'est la photo que j'évoquais de 1876 par les frères Abdullah, qui sera déclaré sultan à la place de son demi-frère et qui débutera son règne, qu'il transformera rapidement en une autocratie. Alors, ce qu'il y a à retenir de cette année, c'est le fait que l'opposition libérale, constitutionnaliste, pense avoir pratiquement gagné la partie en 1876. N'oublions pas que Mourad est un souverain ou un prince, avant d'être souverain, qui se dit très éclairé. Il est franc-maçon. Il a été initié en 1872. Donc, on peut difficilement imaginer un engagement plus fort avec l'Occident, avec les valeurs de l'Occident, quelque chose qui fait écho, en quelque sorte, au statut, par exemple, du prince de Galles, qui lui aussi est à la tête de la franc-maçonnerie en Angleterre. Donc, on voit bien que son modèle, c'est la monarchie constitutionnelle, le modèle britannique surtout, d'une monarchie constitutionnelle, et il est entouré par les jeunes ottomans, on les appelle à l'époque jeunes turcs, puisqu'on n'a pas encore à les différencier de la seconde génération qui viendra après eux. Les jeunes ottomans, ces intellectuels qui, mélangeant le libéralisme, le parlementarisme et l'islam, vont essayer de réformer l'État et le sauver des griffes de l'autocratie qui menaçait déjà sous Abdulaziz. Donc 1876, c'est un coup d'État justifié par cette emprise des bureaucrates, des hommes d'État sur le système et leur désir de forcer le sultan à se plier à l'autorité de ces réformateurs modernes. Mais, comme je vous le disais, c'est une histoire qui finit très mal et très vite, puisque le pauvre Mourad perdra non pas la raison, puisqu'il la recouvrera par la suite, mais il sera incapacité assez pour être détrôné et remplacé par Abdulhamid. C'est une année extrêmement difficile aussi, à l'échelle internationale, puisque l'Empire ottoman sera confronté encore une fois à une vague de rébellions et d'insurrections dans les Balkans. La crise des Balkans en 1876, avec notamment la guerre déclarée par la Serbie et le Monténégro, et l'insurrection bulgare qui commence en avril 1876. Résultat, guerre, bien sûr, mais aussi une très mauvaise presse pour l'Empire ottoman, qui se retrouve encore une fois dans une situation qui ressemble énormément à celle de la guerre d'indépendance grecque, de l'insurrection grecque à partir de 1821. Les massacres de Kio, cette fois-ci, on parle des massacres de Batak. Batak, en Bulgarie, une ville qui aurait été saccagée et la population martyrisés par les Ottomans et notamment par les Başıbozuk, donc ces irréguliers, Başıbozuk en turc qui veut dire sans chef, c'est-à-dire des volontaires qui ne sont pas vraiment embrigadés dans l'armée régulière, donc des irréguliers, des volontaires qui commettraient des massacres à l'encontre de la population bulgare. Donc c'est ce qui va causer une sorte de haine contre le turc, dont l'expression la plus véhémente est probablement le fameux livret de Gladstone,
qui a été publié en septembre 1876 et qui met en quelque sorte les Turcs, les Ottomans, donc les Ottomans musulmans, mais les Turcs, comme on disait, au banc de la société civilisée, et qui propose qu'on les renvoie d'où ils viennent, c'est-à-dire les steppes d'Asie. Donc c'est vraiment un tournant extrêmement, symboliquement, moralement, psychologiquement, c'est un tournant extrêmement radical, extrêmement grave dans l'histoire de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman sera peu à peu lâché par les grandes puissances qui jusque-là l'avaient plus ou moins soutenu, lâché parce qu'il n'est plus intéressant, lâché parce qu'il est en faillite, lâché parce qu'il n'a pas joué le jeu de 1856, et on essaiera une dernière fois de sauver la mise en imposant à l'Empire une tutelle à travers cette fameuse conférence de 1876, la conférence de l'Amirauté, la conférence de Constantinople, où l'on va essayer de ramener l'Empire à la raison en lui imposant les conditions de 1856, c'est-à-dire le droit de regard des grandes puissances sur la manière dont la politique est gérée, et notamment dans les Balkans, en proposant, en gros, que l'administration des Balkans, tout en restant nominalement ottomane, serait dévolue, serait donnée à des gouverneurs occidentaux. On veut en quelque sorte coloniser, on veut minimiser l'impact de la Sublime Porte en lui imposant des conditions extrêmement restrictives qui, en gros, équivalent à une sorte de mise sous tutelle, une sorte de colonisation par le biais de la diplomatie. Donc, nous allons commencer la semaine prochaine à parler du règne d'Abdulhamid, puisque c'est justement à ce moment qu'il arrive sur le trône, et on va voir de quelle manière il va essayer de gérer cette situation. Le titre de la présentation de la semaine prochaine est du chaos à l'autocratie. Encore une fois, grand stratège de la faiblesse, comment parviendra-t-il à sauver, à rétablir un semblant d'ordre dans une situation qui, économiquement, financièrement, politiquement et diplomatiquement, est pratiquement désespérée? Quelle carte va-t-il jouer pour essayer de rétablir l'ordre et imposer la reconnaissance de l'Empire ottoman en tant que puissance indépendante et surtout assurer sa propre survie politique dans un environnement qui lui est extrêmement hostile. Donc tout cela la semaine prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Et encore une fois, je ne vous dirai jamais assez à quel point j'ai été ravi de vous revoir. À très bientôt.